Donc bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Donc je suis Jérôme Valette, je suis économiste au CEPI à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et donc directeur du département Dynamics qui est coordonné par Audrey Lenoël à l'Institut. Et donc au nom de toute l'équipe de l'ICM, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur le campus Condorcet donc pour cette 5e journée scientifique de l'ICM, donc consacrée au lien potentiel, on verra s'il existe, on va en discuter, entre migration et changement climatique. Donc, comme vous le savez, on est tous exposés chaque jour aux effets dévastateurs que le changement climatique peut avoir sur toutes les zones de la planète. Et parallèlement à ça, il y a une attention médiatique sur le sujet migratoire qui est très forte. Et je crois que pour le grand public, dans l'esprit collectif, la simultanéité de ces deux événements crée l'idée, imprègne l'idée que les changements climatiques à venir pourraient être fondateur de mouvements de population très importants. Et parallèlement à ça, la recherche donc, a beaucoup travaillé, la recherche en sciences sociales a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, du lien entre changement climatique et migration, et a montré à quel point ce lien, finalement, il était éloigné de ces représentations simplistes, et à quel point ce lien était plus complexe. Donc notre objectif aujourd'hui, ce sera de rappeler ces résultats, des grands résultats de la recherche, d'expliquer comment on est arrivé à ces conclusions-là, et puis ensemble, avec toutes les sessions qu'on aura, d'essayer de comprendre quelles sont les tensions, les nœuds qui nous restent à dénouer pour faire émerger éventuellement de nouvelles pistes de recherche. Et donc je crois que si on parvient à faire ces deux choses-là, on va remplir deux grands objectifs de l'ICM. Le premier qui est de faire un point sur le savoir scientifique en sciences humaines et sociales et de diffuser ce savoir à un public large et évidemment de rester toujours à la frontière, à la pointe des sujets de recherche sur les migrations. Donc pour faire ça, on aura le privilège de débuter cette journée avec une conférence inaugurale de François Gémen, donc qui est professeur à HEC Paris, politologue et directeur de The Hugo Observatory, et donc qui définira les contours du sujet qui nous accompagnera tout au long de cette journée. Et puis ensuite, on aura plusieurs sessions parallèles, plusieurs sessions de recherche, de présentation de papiers de recherche, de travaux de recherche en cours et de tables rondes qu'on aura l'occasion donc de vous représenter tout au long de la journée. Et puis en fin de journée, on aura l'opportunité unique, je crois, d'avoir un échange constructif avec des partenaires institutionnels qui jouent un rôle crucial dans la gestion de cette question complexe. Et donc on aura la chance d'avoir des participants, des intervenants de l'AFD, du NHCR, de l'OIM, IDMC, Friendship France, etc. Donc je les remercie pour leur participation. J'en profite aussi pour remercier notre partenaire média Alter Echo qui s'occupera avec Antoine de Ravignan d'animer cette table ronde. Donc Antoine étant rédacteur en chef adjoint dans la revue Alter Echo en charge des questions environnementales. Donc pour finir, cette journée, on l'a voulu à l'image de l'ICM, donc une journée évidemment scientifique. Toutes les personnes que vous allez entendre ont été choisies et sélectionnées par leur expertise sur ce sujet précis du lien entre migration et changement climatique. Je les remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation et de prendre le temps de nous exposer les résultats de leur recherche. On l'a voulu pluridisciplinaire, vous allez entendre des économistes, des sociologues, des anthropologues, il y aura des politistes, des géographes, donc toute une série très, très large de personnes qui travaillent sur ce sujet. Évidemment, on l'a voulu ouverte le plus possible, donc évidemment il y a beaucoup de personnes du monde académique dans cette salle, mais dans la liste des inscrits, on a aussi des artistes, des présidents d'associations, etc., qu'on est ravis d'avoir avec nous aujourd'hui pour échanger. Et puis, on l'a voulu avec des espaces de dialogue assez importants. Donc, vous aurez évidemment une pause déjeuner assez importante, des pauses café, et puis à la fin de chaque session, l'opportunité d'avoir des questions-réponses et d'échanger avec nos speakers. Donc, avant de passer la parole à François Héran, qui est président de l'ICM, je voudrais donc remercier encore une fois tous les participants de cette journée, les gens qui nous ont aidés à l'organisation, donc Audrey, Stéphanie et Nina qui sont à l'ICM et qui ont pris en charge entièrement l'organisation de cette conférence. Et puis aussi donc Florian Bonnefoy, Muriel Bourg, Fabrice Langrenet et Claudia Robles Moreno, qui font partie du projet CLIMI, qui est un projet qui traite de ce sujet-là et qui est financé par l'ICM, et donc qui nous ont aidés à co-construire le programme de cette journée. Et puis enfin, je voudrais vous remercier, vous, d'être nombreux aujourd'hui, et puis je pense qu'il y a encore du monde qui va arriver. Voilà, j'espère que la journée sera riche pour vous, que vous pourrez avoir une participation active. Et donc voilà, donc je laisse la parole à François. Voilà, alors, comme nous avons de formidables chefs de département à l'Institut Convergence Migration, des gens
d'excellent niveau, de grande pointure. Je m'aperçois que Jérôme a déjà tout dit. Enfin, mais je vais peut-être revenir un petit peu sur effectivement la difficulté du sujet, puis comme ça permettra à François Gemène de continuer de préparer son exposé. Et donc, oui, c'est frappant, et ça mériterait déjà une étude en soi, de voir à quelle vitesse, avec quelle rapidité, l'idée que les migrations climatiques vont automatiquement, que la détérioration du climat va automatiquement déclencher de vastes mouvements migratoires est présente dans le débat public et fait presque une sorte de consensus à droite comme à gauche. C'est vraiment très frappant. Et ça revient comme ça constamment au détour d'une conversation, comme si ça allait de soi. Donc, Jérôme l'a dit, bien entendu, la recherche montre des choses bien plus compliquées. La corrélation entre changement climatique et immigration passe par des variables intermédiaires, nécessite des méthodes, et je crois qu'un des apports de cette journée, ça va être de préciser un peu les méthodes. Il y a des données satellitaires, il y a des données de mouvements de population, comment les mettons en corrélation, sur quelle durée, est-ce qu'il faut le faire avec un certain décalage de temps, enfin un certain nombre de problèmes comme ça, très terre à terre, si j'ose dire, doivent être traités de façon précise, et c'est ce que vous verrez dans les approches qui vous seront présentées. Donc, en même temps, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a des résultats paradoxaux. Si la sécheresse augmente dans un pays, ça diminue les ressources des personnes et ça restreint leur possibilité de migrer. Et donc, cette optique qui est annoncée dans la présentation du colloque consiste à dire que la migration, c'est aussi une adaptation au changement climatique. Et un des problèmes essentiels, c'est de savoir si cette capacité à s'adapter au changement climatique en migrant est accessible à tout le monde. Est-ce qu'il y a des effets de sélection face à cette... voilà. Donc tout cela vous donne, pour donner juste un petit aperçu de la richesse des communications que nous allons avoir. Donc je remercie vraiment, comme l'a fait Jérôme, les chercheurs des diverses disciplines qui... ont accepté de participer à cet événement de France et de l'étranger. Et j'ai le grand plaisir maintenant de céder la parole à François Gemène, qui, je crois, a terminé de préparer son exposé. Je te charrie un peu, mais enfin, ça fait partie de l'exercice. Et nous allons t'écouter avec un immense intérêt, bien sûr. François. Comme tu veux, tu peux rester assis. Bon, bonjour, merci beaucoup François pour cette introduction. Merci surtout aux organisateurs d'avoir organisé cette journée qui effectivement, non seulement je crois permet de faire un peu un point sur les travaux les plus récents et sur l'état de la recherche sur le sujet, mais aussi, et ça me paraît peut-être encore davantage important, permet aussi d'inscrire cette question des migrations liées au climat et à l'environnement dans les travaux qui portent sur les phénomènes migratoires. Et il faut dire que pendant très longtemps, ces travaux sur ce qu'on appelle les migrations climatiques ou migrations environnementales, pour dire les choses simplement, ont souvent été portés avant tout par des chercheurs qui travaillaient sur le climat et sur l'environnement. Et ça induit dès le début une forme de biais dans l'approche, nécessairement, et j'y reviendrai dans l'exposé, alors qu'il me semble au contraire qu'il y a la nécessité très forte pour les chercheurs qui travaillent en sociologie des migrations, en anthropologie, en ethnologie, de se saisir de ce sujet pour précisément mieux appréhender la finesse et la complexité des flux migratoires qui sont influencés par les dégradations de l'environnement et singulièrement les impacts du changement climatique que nous connaissons tous. Donc merci beaucoup d'abord d'avoir organisé cette journée, parce que lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet il y a maintenant 19 ans de cela, et que je disais aux gens que je travaillais sur les migrations liées aux dégradations de l'environnement, les gens me parlaient des oiseaux et des saumons. On me disait, ah oui, j'ai lu que effectivement les dégradations, les pollutions des rivières avaient un gros impact sur la migration des saumons. J'ai dit, ah oui, c'est vrai que les oiseaux... Et je devais insister pour dire, non, je m'intéresse à la migration des gens, pas à la migration des animaux. Et c'est dire à quel point, en l'espace d'un peu moins de 20 ans, la question a indéniablement progressé considérablement dans le débat public.
Aujourd'hui, les termes de réfugiés climatiques, aussi problématiques soient-ils, sont largement connus du grand public, apparaissent fréquemment dans la presse et aussi sont utilisés, je dirais, par l'ensemble de la classe politique, de gauche comme de droite, généralement pour présenter ce phénomène comme une menace dont nous devrions nous prémunir. Fort heureusement, la recherche a énormément progressé sur ces sujets. Recherche à la fois qualitative et quantitative, nouvelles méthodes, etc. Mais surtout, je crois que le progrès le plus significatif que nous avons fait, ça a été de rassembler davantage les chercheurs issus des sciences de l'environnement et du climat et les chercheurs issus des sciences humaines et sociales. Et autant, il y a encore 10 ou 15 ans de cela, on pouvait se dire qu'il y avait véritablement une différence d'approche fondamentale entre les disciplines, et parfois, il faut le dire, une certaine forme de difficulté à se parler. Je me souviens encore d'un projet que j'avais réalisé une douzaine ou quinzaine d'années avec des climatologues, où j'étais en charge d'un work package sur les migrations, et où la consigne reçue de mes collègues climatologues était de dire « Nous allons faire tourner des modèles climatiques pour faire des projections d'impact dans différentes régions du monde, et à ton tour, tu n'auras qu'à faire tourner tes modèles de migration pour nous dire combien de personnes vont se déplacer suite à ces différents impacts. » Ces chercheurs climatologues, imaginant de bonne foi que nous avions aussi, dans les études sur les migrations, des modèles informatiques que nous pouvions faire tourner et simuler ainsi le nombre de personnes qui allaient bouger si nous modifions tel ou tel paramètre. Et donc il y a eu, de part et d'autre, je dois le dire, énormément de travail réalisé pour se comprendre davantage et aussi pour mettre en commun toute une série de méthodes, une série de travaux. Et je crois que ça tient aussi largement, il faut pouvoir le dire, à la manière dont certains organismes de recherche, dont certaines agences de financement ont encouragé ce type de projet interdisciplinaire, et notamment les programmes de la Commission européenne. Pour autant, il subsiste à la fois des enjeux et des défis considérables à traiter pour nous, chercheurs qui travaillons sur les migrations, comme d'ailleurs pour les chercheurs qui travaillent sur le climat. Mais j'imagine que dans cette salle, c'est plutôt une majorité de chercheurs qui travaillent au départ sur les migrations. Et surtout, il y a un enjeu politique très fort qui tient à la manière dont ces migrations continuent à être perçues et discutées dans le débat public et qui est souvent très, très éloigné de la réalité empirique de ces migrations. Et je voudrais souligner en particulier 3 aspects qui me semblent profondément mal compris ou mal interprétés dans le débat public. Et puis après cela, j'essaierai de présenter quelques pistes quant à la façon dont nous pourrions essayer de réconcilier davantage la perception de ces migrations avec leur réalité empirique. Je vais d'abord boire un coup d'eau. Avant toute chose, ce qui me frappe est de voir comme ces migrations dans le débat public sont systématiquement présentées comme un phénomène futur qu'il serait, selon le discours, qui serait soit inévitable, soit encore possible d'éviter grâce à une réduction substantielle de nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc on va volontiers entendre des discours du type « Si nous ne réduisons pas nos émissions de gaz à effet de serre, nous allons nous trouver confrontés à des phénomènes migratoires qui deviendront absolument hors de contrôle et nous n'avons encore rien vu avec les arrivées à Lampedusa ou dans quelques hotspots ». Ou un autre discours qui voudra aussi parfois dire nos systèmes d'asile ne sont pas prêts du tout à l'arrivée massive des migrants liés au réchauffement climatique.
Dans un cas comme dans l'autre, et je discuterai chacune des assertions plus tard, mais dans un cas comme dans l'autre, ces migrations sont présentées comme un phénomène futur. Comme un phénomène futur, soit que nous pourrions encore éviter, soit par rapport auquel nous devrons prendre des mesures. Mais le fait d'en parler systématiquement au futur nous rend profondément aveugles quant au fait qu'il y a déjà aujourd'hui des millions de gens qui sont déplacés en raison de catastrophes climatiques et d'impacts plus lents du changement climatique. Si on prend les données de l'IDMC, qui est sans doute l'organisation la plus fiable pour la production de données quantitatives sur ce sujet, en 2022, ce sont 32 millions de personnes qui ont été déplacées par des catastrophes climatiques, par des phénomènes extrêmes, des inondations, des glissements de terrain, des incendies et bien sûr des ouragans. Et la très grande majorité de ces catastrophes étaient liées aux conditions climatiques. C'est-à-dire que chaque année, selon les données de l'IDMC, il y a davantage de personnes qui sont déplacées par des catastrophes que par des conflits et par des violences. Alors, ce ne sont évidemment pas le même type de déplacement. Généralement, le retour est possible beaucoup plus rapidement que dans des situations de conflit et de violence, mais reste qu'il y a un nombre de personnes déplacées tout à fait significatif chaque année. Et qu'il y a par ailleurs toute une série de programmes, toute une série de politiques publiques qui visent à mieux protéger les droits des déplacés, à accompagner leur déplacement, à maximiser les opportunités et les potentialités de leur migration, etc. Et pour autant, notre obsession à voir ce sujet comme un enjeu futur nous rend volontiers aveugles aux politiques qui sont déjà mises en place. Je prends un exemple pour illustrer cela. À la suite d'une initiative que la plupart d'entre vous connaissent, j'imagine, l'initiative Nansen, vous savez qu'on a mis en place une organisation internationale qui a pour but de mieux protéger les droits de ces déplacés, qui s'appelle la plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes, la plateforme Disaster Displacement, PDD. Il y a quelques années, la France avait assuré la présidence tournante de cette organisation. Et je me souviens cette année-là avoir rencontré un nombre impressionnant de députés qui chacun voulait porter une proposition de loi pour créer un statut dans le droit international pour gérer l'afflux futur et inévitable de réfugiés climatiques. Et je leur disais, mais pourquoi vous obstinez-vous à vouloir créer une potentielle politique future alors que vous avez déjà un instrument aujourd'hui qui vous permet d'améliorer ces droits et de développer toute une série de programmes et de politiques. Et il y avait un véritable aveuglement, à la fois quant à la réalité présente de ces migrations, mais de façon encore plus problématique, à mon avis, quant aux réponses politiques que nous pouvions, que nous devrions y apporter. Et c'est cela qui explique aussi, je crois, que très souvent, la réponse politique imaginée par beaucoup soit une forme de réponse globale. Comme si un instrument allait pouvoir traiter, que cet instrument soit un statut dans le droit international ou un autre type d'instrument, comme si cet instrument allait pouvoir traiter à lui seul de l'ensemble des situations, de leur diversité et de leur complexité. Et ce qui nous pousse, je crois, à imaginer une réponse politique globale, c'est évidemment le fait que nous le voyons comme un objet futur et encore largement indéterminé. À mon avis, c'est le premier biais significatif. Le second, c'est que nous avons volontiers tendance à imaginer que les migrations liées au climat sont une catégorie distincte de migrations qui pourraient être traitées séparément des flux migratoires habituels. Comme si, en quelque sorte, le changement climatique faisait naître une nouvelle catégorie migratoire.
Et on peut légitimement faire le reproche de ce biais aux premiers chercheurs et activistes qui travaillaient sur le changement climatique et pour qui, effectivement, la formation d'une nouvelle catégorie migratoire était aussi une façon de montrer et d'alerter sur les dangers du changement climatique. Et c'était assez évident, notamment dans les débats scientifiques il y a encore 12 ou 15 ans, de voir combien il était important pour les chercheurs qui travaillaient sur le climat que les migrations dites climatiques soient identifiées comme une catégorie spécifique de migration. Alors que les chercheurs qui travaillaient sur les migrations, évidemment, insistaient, eux, davantage sur la multicausalité intrinsèque des migrations. Et nous avons, et cette tendance à effectivement imaginer que les migrations environnementales ou climatiques s'inscriraient comme une troisième catégorie, renforce de facto la dichotomie qui est souvent opérée dans les débats publics entre migration dite politique et migration dite économique. Et naturellement, l'adjonction d'une troisième catégorie revient aussi à légitimer la dichotomie qui est opérée dans nos sociétés et dans nos politiques publiques entre réfugiés et migrants, comme si les uns étaient légitimes et devaient être protégés, tandis que les autres seraient illégitimes et devraient être renvoyés dans leur pays d'origine. Je ne vais pas revenir en détail sur tous les aspects problématiques de cette dichotomie, et d'autres le feraient mieux que moi et ont montré en particulier combien cette dichotomie était largement une construction politique qui cherchait davantage à justifier nos régimes d'asile et d'immigration bien davantage qu'à décrire une réalité empirique dans les pays de départ ou dans les pays de transit. Mais toujours est-il que, indéniablement, cette adjonction d'une troisième catégorie est présente. Et c'est aussi évidemment ce qui nous empêche de voir combien des migrants qui arrivent ces derniers jours, ces derniers mois, ces dernières années sur les côtes européennes sont aussi potentiellement des migrants dits écologiques ou climatiques. Quand on sait que dans les pays du Sahel, par exemple, 70% des ménages dépendent de l'agriculture de subsistance, qui est un type d'agriculture très vulnérable à toute variation de la pluviométrie ou de la température, il est certain que des dégradations de l'environnement ont un impact direct sur les ressources économiques des familles. Et il est certain que pour des ménages qui dépendent de l'agriculture, des facteurs économiques ou climatiques de migration, en fait, ça revient un peu au même. Le salaire que me verse l'université est évidemment le même en été comme en hiver. Et en Occident, rares sont les gens, à l'exception peut-être des agriculteurs ou des saisonniers, dont les ressources économiques soient liées aux conditions environnementales ou à la météo. Et on oublie un peu facilement que dans les pays du Sud, les ressources économiques de beaucoup, et voire dans certains cas d'une majorité de la population, sont intrinsèquement liées aux conditions environnementales. Et donc il me paraît très important pour nous, chercheurs dans le domaine des migrations, de réinscrire la question des migrations dites environnementales dans les dynamiques migratoires globales. Et plutôt que d'essayer d'isoler une catégorie, au contraire, de comprendre comment et pourquoi l'environnement pèse dans la décision de migrer et s'intègre aux différents facteurs qui poussent les gens à quitter leur domicile. Ça, c'est un aspect qui me paraît vraiment très important et très problématique
dans la manière dont ces migrations sont discutées aujourd'hui dans les débats publics. Parce que cette tendance à créer et à voir ces migrations comme une catégorie distincte nous pousse aussi à une forme de déterminisme environnemental. C'est-à-dire qu'alors que nous pensions que la géographie s'était depuis longtemps débarrassée de ce déterminisme environnemental, on a parfois l'impression de le voir revenir par la fenêtre à la faveur du changement climatique, où l'on va volontiers imaginer que le type de migration et surtout l'ampleur des migrations dépend en premier lieu de l'ampleur des impacts du changement climatique qui toucheront le pays ou la région concernée. Et c'est avec ce déterminisme environnemental que toute une série de rapports ou même de travaux de recherche ont été menés qui allaient estimer le nombre de migrants climatiques futurs à partir de l'analyse des projections d'impact du changement climatique. La réalité est évidemment infiniment plus complexe que cela. Dans le projet Habitable que nous coordonnons et auquel Flore et Julia participent dans l'Assemblée et qui va être présenté plus tard dans cette journée, nous essayons de voir comment précisément les gens perçoivent subjectivement les impacts du changement climatique et comment le seuil d'habitabilité ne peut pas être défini de façon objective et universelle, mais dépend profondément de chaque contexte et de chaque individu. Le problème, bien entendu, de ce déterminisme et des chiffres qu'il a engendrés, de 150 millions, 200 millions, 250 millions de déplacés dans des horizons plus ou moins lointains, et que cela a inscrit durablement les migrations associées au changement climatique comme une forme de menace dont il faudrait se prémunir. Et c'est le troisième biais que je voulais souligner. Que l'on soit de gauche ou de droite débat, on a volontiers tendance à voir ces migrations comme un risque dont il faudrait se prémunir, comme une menace qui vient. Et ce risque est instrumentalisé à gauche comme à droite. À gauche, il est volontiers instrumentalisé comme une manière de convaincre les États et les entreprises de la nécessité impérieuse de réduire plus rapidement leurs émissions de gaz à effet de serre. En d'autres termes, on va dire il faut absolument que nous réduisions davantage nos émissions de gaz à effet de serre, parce que si nous ne le faisons pas, nous allons être submergés par des millions de migrants qui vont arriver et que nous ne parviendrons plus à gérer. À droite, bon, je force un peu le trait, mais on va volontiers dire les migrations liées au changement climatique sont inévitables. Ce que nous voyons pour le moment à Lampedusa, ce n'est que le début. Et donc, il faut absolument fermer davantage les frontières et ériger des murs. Sinon, nous allons aussi être submergés. Mais dans un cas comme dans l'autre, et à tout le moins, je fais crédit à ceux qui portent le premier argument et peut-être aussi un peu crédit à ceux qui portent le second, de le faire à leur insu, nous renforçons un agenda, un imaginaire et une rhétorique profondément xénophobes. Nous voyons l'arrivée de l'étranger comme une menace dont nous devrions nous prémunir. Et très clairement, dans certains discours d'activistes climatiques il y a encore quelques années, agiter l'épouvantail des migrations était une manière de convaincre les gouvernements et les entreprises de réduire leurs émissions, ce qui est évidemment un but absolument louable et nécessaire, mais c'était une manière de les convaincre qu'ils allaient aussi être touchés par les impacts du changement climatique dont ils se croyaient jusqu'alors relativement immunisés. Et d'une certaine manière, le fait que nous soyons désormais en Europe aussi directement touchés par les impacts du changement climatique
et les catastrophes qui y sont liées, affaiblit d'une certaine manière l'épouvantail des migrations, puisqu'il n'est plus besoin de chercher une menace indirecte ou un risque indirect pour convaincre les États et les entreprises qui commencent à comprendre qu'il est dans leur intérêt immédiat de réduire leurs émissions, sinon leur activité économique risque évidemment d'être directement menacée. Je pense qu'il faut nous interroger profondément sur le fait que même parfois inconsciemment, nous ayons tendance à présenter ces migrations climatiques comme un risque à éviter ou comme une menace qui nous guette. Et évidemment, ça en dit beaucoup sur la manière dont nous envisageons l'arrivée chez nous de l'étranger et le passage des frontières. Et vous le disiez dans l'introduction, il y a évidemment dans l'actualité la conjonction de deux phénomènes. D'une part, des arrivées de migrants dans des lieux trop petits, peu adaptés, peu dimensionnés, ce qui crée des crises humanitaires et des images pour le grand public d'afflux de migrants hors de contrôle. Et d'autre part, les impacts du changement climatique qui sont aujourd'hui tangibles et palpables. 7 Français sur 10 se disent affectés par les impacts du changement climatique dans leur vie quotidienne. Et donc, il y a la conjonction de ces deux phénomènes nous fait volontiers imaginer qu'ils sont intrinsèquement liés. Je pense qu'il est important, en tant que chercheur, de considérer que, bien entendu, tant les migrations que le changement climatique sont deux des enjeux majeurs du XXIe siècle, qu'ils sont évidemment liés parce que les impacts du changement climatique génèrent des migrations, mais peut-être davantage encore par la question commune qu'ils posent. Et cette question commune, c'est évidemment celle de notre rapport à l'autre et de notre responsabilité vis-à-vis de celui ou de celle qui se trouve au-delà de nos frontières. Chaque fois que la presse rapporte un nouveau drame de l'immigration, comme on les appelle désormais, un nouveau naufrage en Méditerranée, ou des gens qui périssent à la frontière, parfois dans un camion, je suis toujours frappé du nombre de gens sur les réseaux sociaux qui se réjouissent de la mort de ces migrants. Et c'est une réaction qui m'interroge beaucoup. Parce qu'il me semble, en tout cas personnellement, je parviens à comprendre, je crois, beaucoup des défauts et des travers de l'âme humaine. Je peux comprendre qu'on soit lâche, je peux comprendre qu'on mente, je peux comprendre qu'on trahisse, je peux même parfois comprendre qu'on tue. Mais j'ai beaucoup de mal à comprendre comment il est possible de se réjouir de la mort de son prochain. Je peine à imaginer par quel mécanisme de la pensée on peut en venir à trouver une forme de joie et de satisfaction dans l'annonce de la mort de son prochain. Et la seule explication raisonnable que je vois à cela, c'est que sans doute, si l'on peut se réjouir ainsi de la mort de son prochain, c'est qu'on a cessé de le considérer comme son prochain. Qu'on a cessé de considérer cette personne noyée ou étouffée comme son semblable en humanité. Et je crois que, au risque de faire un point Godwin assumé, je crois que c'est exactement le même phénomène de déshumanisation qui a conduit pendant la Seconde Guerre mondiale d'aimables pères de famille et de joviaux voisins à conduire des trains vers les camps de la mort.
parce qu'ils considéraient que les personnes qu'ils transportaient à l'arrière du train, au fond, n'étaient plus leurs semblables. Et je crois que c'est véritablement dans le débat public sur les migrations, dans la manière dont nous les représentons, je pense que c'est un glissement très significatif qui s'est produit au cours des dernières années et qui nous amène de plus en plus à voir la frontière comme une ligne de démarcation, pas seulement entre nous et eux, mais aussi comme une ligne de démarcation entre ceux que nous reconnaissons comme faisant partie de notre communauté politique et ceux qui n'en font pas partie, et de façon plus pernicieuse et plus choquante encore, comme une ligne de démarcation entre ceux que nous reconnaissons comme nos semblables et ceux que parfois nous ne reconnaissons même plus vraiment comme des humains. Et je crois que c'est la question fondamentale aujourd'hui que nous pose le débat public sur l'immigration. Le débat sur le changement climatique nous pose en réalité le même type de questions, mais par un autre biais. Nous savons que les décisions que nous prenons à Paris ou à Bruxelles en matière de politique climatique ou énergétique ont un impact sur le climat du Bangladesh, du Soudan ou de l'Afghanistan. Sans qu'évidemment ni les Soudanais, ni les Afghans, ni les Bangladais n'aient quoi que ce soit à dire dans les décisions que nous prenons. Mais de la même manière, notre futur climatique, et c'est-à-dire à bien des égards notre futur tout court, est déterminé par les décisions de politique climatique et énergétique qui se prennent aujourd'hui au Caire, à Jakarta, à Lagos ou à Mexico. C'est-à-dire dans des pays auxquels nous nous intéressons très peu à la politique énergétique. En 1960, les émissions de gaz à effet de serre en provenance de l'Union européenne représentaient 42% du total des émissions mondiales. Aujourd'hui, elles ne représentent plus que moins de 15%. Pas du tout parce que l'Europe aurait réduit ses émissions dans l'intervalle. Au contraire, les émissions européennes ont quasiment doublé dans l'intervalle. Mais parce que d'autres régions du monde, à commencer par l'Asie, ont suivi une trajectoire de développement carboné comparable à celle que l'Europe ou l'Amérique du Nord avaient suivie avant eux. Et c'est ainsi que l'Asie, qui représentait 16% des émissions mondiales en 1960, représente aujourd'hui la moitié des émissions mondiales, dont environ 38% pour la seule Chine. Ça veut dire que une bonne partie de la lutte contre le changement climatique va se jouer dans les trajectoires de développement du Moyen-Orient, de l'Amérique latine et bien sûr de l'Afrique. Et que nous n'avons évidemment aucune légitimité et aucune prétention à pouvoir dire à ces pays comment ils devraient se développer, ni à leur dire de laisser dans leur sous-sol les énergies fossiles qui sont parfois nécessaires à leur développement. Et c'est tout l'enjeu, naturellement, de la coopération internationale et notamment des COP si décriées, qui est de voir comment travailler avec ces pays pour envisager d'autres trajectoires de développement. Si je mentionne ceci, c'est pour que nous réalisions bien, tous et toutes, à quel point nous sommes formidablement liés les uns aux autres par la physique du climat. Jamais sans doute, dans l'histoire de l'humanité, n'avons-nous été à ce point dépendants les uns les autres. Et il y a une forme de terrible paradoxe à ce que la réalisation de cette ultra-dépendance les uns par rapport aux autres nous amène aussi volontiers à nous réfugier dans des nationalismes
et dans une forme de repli sur soi. Ce qui pousse d'ailleurs certains dans une tendance effondriste et survivaliste à vouloir littéralement se retirer dans une sorte de bunker qui serait à l'abri des aléas du changement climatique. Et ce n'est évidemment pas pour rien que la doctrine de l'extrême droite en matière d'écologie soit une doctrine de localisme, de repli sur soi, d'autarcie des communautés les unes par rapport aux autres, où le but serait de dépendre le moins possible des autres. Alors que la physique du climat nous fait dépendre extraordinairement les uns des autres, il y a cette tendance et cette aspiration à essayer précisément de ne plus dépendre des autres. Combien de fois ne parlons-nous pas de retrouver notre souveraineté énergétique, notre souveraineté alimentaire, notre souveraineté médicamenteuse, notre souveraineté ceci, notre souveraineté cela. Très bien. Mais tout l'enjeu de la lutte contre le changement climatique, c'est précisément notre capacité à agir non pas pour nous-mêmes, mais pour les autres. Parce que nous savons qu'il n'existe aucun lien entre les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par une génération ou par un pays et les impacts du changement climatique qui toucheront cette génération ou ce pays. Quoi que nous fassions en France pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, ça n'aura qu'un impact très limité sur les impacts du changement climatique que nous connaîtrons en France au cours de nos vies. Parce qu'il y a un phénomène d'inertie climatique qui fait que les impacts actuels dépendent largement des émissions passées, ce qui crée évidemment un fort ressentiment chez les jeunes, et parce que, bien entendu, le climat se fiche éperdument que les émissions proviennent d'Aubervilliers, de Lima ou de Bangkok. Et c'est évidemment un frein terrible à l'action climatique parce que nous n'avons pas la possibilité de recueillir pour nous-mêmes, immédiatement, les bénéfices de nos actions. Et c'est à mon avis une des raisons essentielles qui explique que notre action face au changement climatique demeure largement insuffisante aujourd'hui parce que nous avons l'impression que si nous agissons, nous allons agir pour les autres bien davantage que pour nous-mêmes. Et donc tout l'enjeu, à mon sens, dans la lutte contre le changement climatique, consiste à faire advenir une communauté cosmopolitique. Aujourd'hui, notre communauté politique se réduit largement aux frontières de notre pays. Nous avons inventé, après la guerre, un remarquable système de sécurité sociale qui nous fait contribuer financièrement à un système dont nous ne bénéficions pas ici et maintenant, mais dont nous savons que nous allons peut-être bénéficier un jour si nous sommes au chômage, si nous sommes malades, lorsque nous serons à la retraite, mais qui bénéficie en attendant à d'autres personnes que nous ne connaissons pas, mais que nous reconnaissons comme faisant partie de notre communauté politique. L'enjeu, me semble-t-il, face au changement climatique, c'est de faire en sorte que cette communauté politique vis-à-vis de laquelle nous estimons que nous avons des responsabilités, que cette communauté politique parvienne à dépasser à la fois les frontières de notre génération et surtout les frontières de notre pays. En d'autres termes, que nous nous sentions responsables de ce qui arrive aux Afghans, aux Soudanais ou au Bangladesh. Et à mon avis, c'est aussi comme cela qu'il nous faut penser ensemble la question des migrations et la question du climat.
quelle responsabilité avons-nous vis-à-vis de ceux qui se trouvent au-delà de nos frontières? Et sommes-nous prêts à considérer que nous faisons tous partie d'une communauté cosmopolitique? C'est là, à mon sens, que se trouve le défi. Et ce défi, il est assez bien capturé, je crois, dans le concept d'anthropocène. Concept que vous avez déjà sans doute rencontré et concept qui marque l'avènement d'une époque géologique nouvelle qui succède à l'Holocène dans laquelle nous étions au cours des 12 000 dernières années. Et les géologues estiment qu'il est désormais possible de distinguer l'empreinte humaine dans les couches sédimentaires de la Terre, au point que les humains seraient aujourd'hui devenus la principale force de transformation de la planète. C'est un concept, à mon avis, assez révolutionnaire. Non seulement parce que, évidemment, le changement, le passage d'une époque géologique à une autre ne se produit pas tous les ans, et se traduit toujours par un événement de rupture marquant. L'extinction des dinosaures en fut un. L'événement marquant qui marque le passage du Pléistocène à l'Holocène, il y a quelques 12 000 ans, c'est la stabilisation des niveaux de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui va permettre une certaine forme de stabilité du climat, qui va permettre la prévisibilité des saisons et qui va donc permettre le développement de l'agriculture et par là même l'expansion des civilisations. Nous avons aujourd'hui cassé plusieurs de ces grands équilibres planétaires et c'est ce qui fait dire aux géologues évidemment que nous avons désormais changé d'époque et que nous allons devoir gouverner cette nouvelle époque qui est aussi une nouvelle terre, l'Anthropocène, avec forcément des cartes différentes, des cartes de géographie qui seront forcément différentes, mais aussi une nouvelle donne politique et économique. C'est aussi, évidemment, un concept extraordinairement fécond pour la manière dont nous allons organiser la recherche et la connaissance. Nous avons toujours volontiers séparé dans les universités les départements de sciences naturelles des départements de sciences humaines et sociales. Chaque année, à l'université, s'inscrivent dans les départements de sciences humaines et sociales des cohortes d'étudiants qui sont soulagés de savoir qu'au cours de leurs études, ils ne verront plus jamais un seul graphe ni une seule équation. Et à l'inverse, s'inscrivent chaque année dans les départements de sciences naturelles des cohortes d'étudiants à qui on ne parlera jamais de mouvements sociaux ni d'austérité budgétaire. Ce que nous dit l'Anthropocène, c'est qu'en réalité, nous ne pouvons plus séparer de cette manière les sciences naturelles et les sciences humaines et sociales. Parce que nous ne pouvons plus séparer la Terre et le monde. Or, nous avons longtemps volontiers imaginé que les deux étaient distincts et quasiment indépendants l'un de l'autre, comme si la Terre était gouvernée par les lois des sciences naturelles, par la physique, la biologie et la chimie, tandis que le monde aurait été l'organisation politique et sociale de la Terre, et qu'il aurait été gouverné, bien entendu, par les lois des sciences humaines et sociales, par la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, etc. On sait bien, évidemment, aujourd'hui, que ce qui arrive sur Terre a un impact sur le monde, et que les actions que nous posons dans le monde transforment la Terre. Et que donc il faut pouvoir, à mon sens, considérer les deux comme une seule et même entité, ce qui implique, bien entendu, une conséquence très très forte, je crois, pour la manière dont nous allons envisager, organiser la recherche et la production de la connaissance. Mais l'implication politique dépasse évidemment l'organisation de la connaissance et de la recherche. Et je veux croire que l'Anthropocène puisse être aussi considéré comme un principe de gouvernement. Le concept a été beaucoup critiqué
par les chercheurs en sciences sociales qui estimaient que le défaut de l'Anthropocène, c'était de placer tous les humains sur un pied d'égalité dans les transformations infligées à la planète. Et beaucoup disaient, la majorité des humains est victime de ces transformations, bien davantage qu'elle n'en est responsable. Et c'est la raison pour laquelle toute une série de concepts alternatifs ont été proposés. On a proposé le concept d'oliganthropocène pour souligner que ces changements étaient le fait d'une minorité d'individus et souvent d'hommes blancs dans les pays industrialisés. On a proposé le concept de capitalocène pour souligner que ces changements trouvaient leurs racines dans les processus capitalistes d'organisation de l'économie. On a proposé le concept d'androcène pour souligner que ces changements trouvaient leurs racines dans le patriarcat et les logiques de prédation qu'il impliquait. Et tous ces débats sont évidemment féconds et nécessaires. Mais je pense qu'ils manquent leur cible. Parce que je pense qu'ils s'attachent à imaginer que l'Anthropocène désigne avant tout le point de rupture, la cause de l'entrée dans cette nouvelle époque. Je veux croire, quant à moi, que l'Anthropocène ne désigne pas, en fait, la cause de la sortie de l'Holocène et de l'entrée dans cette nouvelle époque, mais désigne au contraire un principe de gouvernement qui pourrait animer cette nouvelle époque. Et un principe de gouvernement précisément selon lequel nous aurions tous une égale responsabilité vis-à-vis de l'ensemble des humains et même des vivants qui peuplent cette planète. Et il me semble que ce principe d'égale responsabilité, qui dessine par là même une communauté politique qui soit véritablement une communauté cosmopolitique, c'est à la fois un principe de gouvernement qui pourrait nous être utile dans la manière dont nous allons aborder les migrations et l'asile, pour précisément considérer à nouveau que ceux qui sont au-delà de nos frontières, au-delà de notre continent, sont avant tout nos semblables et nos prochains, et pour considérer, bien entendu, que nous sommes responsables de ce qui arrive dans les pays les plus touchés par les impacts du changement climatique. Et je pense que dans la manière, et évidemment c'est l'objet qui va nous animer aujourd'hui, dans la manière dont nous allons lier les questions de climat et de migration, je crois qu'il est important, évidemment pour nous chercheurs, d'analyser et de décrire la manière dont ces deux phénomènes interagissent. Mais je crois qu'il est important de nous souvenir aussi qu'ils posent au fond une seule et même question. Cette question, c'est celle évidemment de la manière dont nous allons considérer celui ou celle qui se trouve au-delà de nos frontières. Voilà, merci beaucoup.